Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse de rentrée et je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Je commencerai par présenter les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus thématique qui portera cette semaine sur les Jeux de Paris 2024. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de brigade Loïc Cattard, commandement de la brigade JOP, qui dressera le bilan du soutien des armées à la sécurisation des Jeux olympiques. Il évoquera également la continuité du dispositif pour les Jeux paralympiques. Nous avons également avec nous deux sportifs médaillés olympiques, la capitaine de gendarmerie Élodie Clouvel, médaillée d'argent en pentathlon moderne, et l'aviateur Nicolas Gestin, champion olympique en canoë-kayak slalom. Ils vous présenteront leur parcours et leur lien avec les armées. Donc bienvenue à tous les trois. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Avant de commencer ce point presse, je souhaiterais rendre hommage au commandant Sébastien Mabire et au capitaine Mathis Laurens, décédés le 14 août dans un accident lors d'un vol d'instruction à bord d'un avion de chasse. Le 22 août, une cérémonie d'honneur funèbre présidée par le ministre des Armées leur a rendu hommage sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Plusieurs hommages leur ont également été rendus, notamment sur le site de Ballard. Au nom du ministère, je présente mes plus sincères condoléances aux familles, proches et frères d'armes des deux aviateurs. La nation leur est reconnaissante. Je souhaiterais également rendre hommage ce matin aux sous-officiers de gendarmerie mortellement blessé hier soir lors d'un contrôle routier dans les Alpes-Maritimes. Au nom du ministère des Armées, je présente mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux camarades de ce militaire du peloton autoroutier de Mandelieu-La Napoule. Nous allons à présent débuter les actualités. La cérémonie de création de commandement des actions dans la profondeur et du renseignement, le CAPR, se tiendra le mercredi 4 septembre à Strasbourg. Elle marquera une nouvelle étape dans la transformation de l'armée de terre qui a été initiée en septembre 2023. Ce nouveau commandement succède au centre de renseignement. Il intègre désormais la 19e brigade d'artillerie et la brigade du renseignement et de cyberélectronique afin de gagner en puissance et en réactivité. Le CAPR aura trois missions principales. La première, la modernisation des équipements. Ensuite, la refonte de l'organisation et l'adaptation du fonctionnement de la brigade. Les médias qui souhaitent assister à la cérémonie sont invités à prendre attache avec le CIRPATER. Et pour en connaître davantage, je vous invite à regarder le prochain journal de la Défense dédié au CAPR. Il vous présentera en détail l'émission de ce nouveau commandement essentiel pour anticiper, comprendre et contrer les défis émergents. L'émission sera diffusée le dimanche 15 septembre à 19h30 sur LCP. Je poursuis avec un autre événement qui se tiendra la semaine prochaine. Le 5 septembre, la Marine nationale célébrera le 243e anniversaire de la bataille de Chesapeake, un combat décisif de la guerre d'indépendance américaine. L'ensemble des bases et des unités de la Marine nationale fêteront cette bataille à travers des différents événements. Et à Paris, une cérémonie militaire est prévue à 18h30 le 5 au Jardin du Luxembourg. À cette occasion, des prix Chesapeake seront notamment remis aux unités combattantes qui se sont particulièrement illustrées au cours de l'année, portant haut les valeurs de la Marine nationale, courage, audace, innovation tactique et persévérance. Et si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter le CIRPA Marine. 2 semaines après l'anniversaire de la libération de Paris, la première division de Besançon commémorera les 80 ans de la libération de la ville le dimanche 8 septembre. Après 4 ans d'occupation, Besançon a été libérée le 8 septembre 1944 par des soldats américains soutenus par les forces françaises de l'intérieur. La libération a été rendue possible après 4 jours de combat qui ont causé près de 400 morts, parmi eux des FFI, des soldats américains et allemands et des civils. Cette commémoration permet d'honorer ceux qui se sont levés, ceux qui ont souffert et ceux qui ont combattu et libéré. Elle constitue un temps fort pour la nation et pour les armées. Et si vous souhaitez
y assister, vous pouvez prendre attache avec le CIRPATER. Nous terminons les actualités de la semaine avec un événement qui amorce le début des Jeux paralympiques. Depuis le 25 août et jusqu'à demain, 1000 éclaireurs vont porter la flamme paralympique dans une cinquantaine de villes. À Paris, l'un des 12 parcours de la flamme se clôturera à l'Hôtel national des Invalides, où 4 relayeurs, dont un pensionnaire de l'Institution nationale des Invalides, se transmettront la flamme. L'événement se déroulera en 4 temps. D'abord avec Damien Le Tulle, archer paralympique qui s'entraîne au centre sportif de l'Institution nationale des Invalides. Ensuite, Céline Abisror, chevalier de l'Ordre national du mérite pour son engagement dans l'accès au sport pour les personnes handicapées, transmettra la flamme à Michael Iva, pensionnaire des Invalides. Et enfin, le dernier porteur, Stéphane Denoyel, maître d'armes du centre sportif de l'Institution nationale des Invalides, éteindra la flamme devant les marches du Dôme des Invalides. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du centre média du ministère des Armées. J'en ai fini avec les actualités. Est-ce que vous avez éventuellement des questions en salle ou en audio avant de passer au focus thématique? Donc, je passe au focus thématique. Du 26 juillet au 11 août, des millions de citoyens bénévoles, athlètes et personnalités publiques ont assisté ou participé aux Jeux olympiques. Et pour assurer la sécurité de cet événement exceptionnel, la France a déployé un dispositif inédit. 18 000 militaires se sont mobilisés en appui des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation du territoire. Tout en maintenant leur engagement opérationnel, les armées ont apporté leur expertise. Elles étaient notamment menantes dans les milieux aériens et maritimes. L'armée de l'air et de l'espace, responsable au quotidien de la protection du ciel français, a adapté l'ensemble de son dispositif pour maintenir sa posture permanente de sûreté air et assurer la protection des sites olympiques. Les aviateurs ont notamment déployé une bulle de protection d'une ampleur inédite pour sécuriser la cérémonie d'ouverture. Et je vous invite à revoir le précédent point presse qui était consacré à cette opération hors norme et qui décrit toute la logistique nécessaire à la fermeture de l'espace aérien pendant plusieurs heures. La Marine nationale, quant à elle, a contribué à la sécurisation de la rade de Marseille avec son dispositif particulier de sûreté maritime. Elle a déployé plus de 400 membres de son personnel pour assurer la protection des 330 athlètes et des milliers de spectateurs présents sur le site de la Marina olympique du Rouca Blanc. Elle a également assuré la sécurité du site de Papeete qui accueillait les épreuves de surf. L'armée de terre a assuré la protection terrestre du territoire national. 10 000 soldats ont été mobilisés en Île-de-France dans le cadre de l'opération Sentinelle, sous le commandement du gouverneur militaire de Paris. Ces militaires contribuent à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, et notamment des sites accueillant les épreuves, tout en continuant d'assurer les missions socles de lutte contre le terrorisme. Du fait de l'ampleur de l'opération, le gouverneur militaire de Paris a été renforcé pour la première fois par une brigade interarmes de l'armée de terre pour assurer le commandement tactique de la force de sécurisation générale. La 27e brigade d'infanterie de montagne a constitué le noyau clé de cette force aux multiples compétences et a pris l'appellation de brigade olympique. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui son chef, le général Lionel Cattard. Général, je vous laisse la parole. Bien, merci Madame la Directrice pour ces propos introductifs. Donc, Mesdames et Messieurs, je suis à la tête de la 27e brigade d'infanterie de montagne depuis le mois d'août 2023. Par cet engagement, donc suivante s'il vous plaît, par cet engagement sur les Jeux Olympiques de Paris, en fait, les troupes de montagne ont fêté leur centenaire olympique après avoir été de toutes les Olympiades hivernales depuis 1924 et Chamonix. Et je pense que ce sera une nouvelle fois le cas en 2030. Au cours de cette intervention, je vous propose de vous présenter le cadre général de notre engagement, de revenir sur quelques opérations clés menées durant les Jeux Olympiques, permettant de souligner le caractère atypique de notre engagement sur cette mission. Suivante, s'il vous plaît.
Donc cette brigade olympique, elle a été placée sous les ordres du gouverneur militaire de Paris par l'armée de terre qui s'est fortement mobilisée sur ces Jeux. Ce fut vrai en province, comme à Marseille, pour les épreuves en mer, ou dans de nombreuses autres villes qui ont accueilli des épreuves de sport collectif. Mais sur Paris, il y a eu un effort particulier. Et tout d'abord, l'armée de terre, et c'est sur la partie gauche de la diapositive, a contribué tout d'abord au bataillon spécialisé qui était commandé directement par le gouvernement militaire de Paris. Tout d'abord par les contributions de soldats de l'armée de terre au bataillon de cérémonie qui ont levé les couleurs pendant toute l'Olympiade. Un détachement d'hélicoptères légers et de manœuvre avec des gazelles et des caïmans était stationné également en région parisienne. Un bataillon logistique et de circulation armé par le 516e régiment de train de Toul. Enfin, un bataillon du génie armé par le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse, unité appartenant à ma brigade, la 27e brigade d'infanterie de montagne. Cette brigade, moi-même, donc, j'étais en charge des missions de sécurité générale. J'ai pu déployer donc 2 de mes régiments et mon centre opération et ses transmetteurs de montagne stationnés à l'école militaire pour commander l'opération. Et c'est toujours le cas, bien sûr, pour les Jeux paralympiques. Le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, en Isère, qui a armé et qui arme un groupement au cœur de ville en centre de Paris. Le 4e régiment de chasseurs de Gap, qui est stationné à Satory durant l'opération et qui opère plutôt dans les Yvelines et le sud de la région parisienne, 92 et sud Val-de-Marne. Enfin, j'ai été renforcé par 3 groupements en provenance d'autres brigades interarmes de l'armée de terre, le régiment de marche du Tchad de Colmar-Meyenheim, appartenant à la 2e brigade blindée, et qui arme le groupement en Seine-Saint-Denis et au nord des Hauts-de-Seine. En provenance de la 11e brigade parachutiste, le 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, qui a opéré à l'est de Paris et dans le département de Seine-et-Marne. Enfin, le 1er régiment étranger de génie de l'Audin, dans le Gard, de la 6e brigade légère blindée, et qui a mis sur pied un bataillon un peu particulier, un bataillon d'Ivry-Charenton, du 4 au 30 juillet, puis qui a été désengagé juste après la cérémonie d'ouverture, mais nous y reviendrons. Derrière ces états-majors de groupement, ce sont au plus fort plus de 45 régiments contributeurs et 5600 soldats qui ont permis d'armer les unités. Tout ce dispositif a travaillé très étroitement avec les services du préfet de police de Paris et les autorités civiles des départements de la Grande Couronne. Suivante, s'il vous plaît. Alors, tout en poursuivant ses missions habituelles au sein des forces terrestres, la 27e brigade de montagne a été associée très en amont à la préparation de ces Jeux olympiques. Les premiers travaux de planification ont été menés dès le printemps 2023, alors que la 27 était fortement engagée en opérations extérieures au Sahel et en Afrique. En novembre 2023, ce fut l'exercice Coubertin à Saint-Germain-en-Laye, où nous avons éprouvé, dans les conditions les plus réalistes possibles, le principe novateur d'un état-major de brigade conduisant les opérations tactiques sous le commandement opératif du gouverneur militaire de Paris. Plusieurs séminaires de planification ont permis de travailler sur le format de la force à déployer, sur les règles d'engagement, les particularités nombreuses liées aux Jeux olympiques, dont les enjeux de mobilité durant la période, ou des missions particulières comme la sécurisation du port d'Ivry-Charenton. Un exercice de mise en œuvre de drones durant l'opération est également à mentionner au printemps, car ça fut une nouveauté, avant le premier déploiement des unités début juin. Enfin, après une bascule de mon poste de commandement entre Grenoble et l'école militaire, la brigade a pris le commandement le 28 juin dernier, pour être aux affaires à l'occasion du 14 juillet, du relais de la flamme, et bien évidemment pour finaliser la préparation de la cérémonie d'ouverture. Suivante. Donc, fruit d'un dialogue civilo-militaire spécifique entre les services de la préfecture et le gouverneur militaire de Paris, notre cadre d'emploi opérationnel et nos missions ont été précisés par une réquisition générale du préfet de police, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre. Elle a été depuis complétée par 2 réquisitions complémentaires en date du 17 juillet et du 21 août, permettant tout d'abord d'établir des zones de manœuvre élargies par rapport à la mission Socle Sentinelle, que vous connaissez bien, et qui ont permis ces zones de manœuvre élargies de couvrir l'ensemble des sites olympiques. Et puis, deuxième point, de préciser les spécificités liées directement aux JO. 4 points à évoquer pour cela. Tout d'abord, un cadre temporel élargi,
avec des opérations de sécurisation à mener localement de nuit, ce qui n'est pas le cas habituellement pour Sentinelle. De donner précisément également, en deuxième point, les missions de surveillance de certains sites d'épreuves en zone ouverte, le golfe national de Guyancourt, le stade nautique de Vers-sur-Marne, Versailles ou la colline d'Elancourt. Troisième point, de cadrer la participation à certains plans spécifiques prévus par la préfecture de police de Paris durant les JO. Les plans tourisme XXL liés au fort afflux de tourisme, ou alors un dispositif du dernier kilomètre autour des sites olympiques. Enfin, dernier point, de confier aux armées la zone protégée administrative du port d'Ivry-Charenton, ce qui était une première en cœur de Paris, pour préparer les bateaux de la parade. Suivante, s'il vous plaît. Revenons d'ailleurs sur cette mission, cette dernière mission très atypique. Durant près de 2 semaines, une zone protégée, sécurisée par les unités de la brigade, a permis de préparer les bateaux, les éléments de décoration nautique, et de faire les répétitions de la parade fluviale du 26 juillet soir. Il s'agissait donc de mettre en œuvre des moyens spécifiques d'un contrôle de zone dans les différents milieux qui nous étaient confiés, qu'il fallait les surveiller sur près de 4 km de Seine. Premier point, un dispositif de lutte anti-drone complet dédié au port avec des radars et des brouilleurs. Deuxièmement, des capacités de patrouille fluviale avec un détachement spécialisé opérant sur de nouvelles embarcations fluviales de l'armée de terre permettant de sécuriser le port ou d'escorter les convois de péniches, notamment tout ce qui est transport céréalier, traversant le port durant cette période. Troisièmement, des moyens drones et sonars sous-marins pour s'assurer de l'étanchéité du dispositif de protection et des barrières fluviales. Enfin, un maillage densifié de patrouilles terrestres pour éviter toute intrusion sur les quais aux approches de ce site particulier et qu'il s'agissait de garder un peu en secret pour laisser l'ensemble des spectateurs découvrir la cérémonie d'ouverture. Donc ce fut une opération complexe, passionnante, associant de très nombreux acteurs, le COJO bien sûr, la préfecture de police, les voies navigables de France, les chambres de commerce et les autorités du port. On peut dire qu'elle fut réussie. À la bonne heure, à 20h24, le premier bateau, celui de la délégation grecque, s'est présenté au pont d'Austerlitz, à la fin de cette zone protégée administrative, sous le feu d'artifice bleu-blanc-rouge, marquant ainsi le début de la cérémonie d'ouverture. Suivante, s'il vous plaît. Cette cérémonie d'ouverture a été, par ailleurs, une véritable opération dans l'opération. La brigade olympique a reçu la mission de sécuriser, en étroite coordination avec les forces de sécurité intérieure, 3 zones particulières. Tout d'abord, la zone de préparation et d'embarquement, comme nous venons de le voir à Ivry-Charenton. Deuxième zone, tous les quais hauts de la Seine, le long de la parade nautique. Enfin, la zone de débarquement des athlètes, rejoignant le Trocadéro ou alors repartant vers le village olympique. Ce fut une opération longue, plus de 16 heures, entre les premiers déploiements vers 9 heures et la fin des festivités à sécuriser pour que cela soit le plus convivial possible vers 1h, 2h du matin. Cela restera un souvenir marquant pour les unités de la brigade qui ont toutes été engagées ce jour-là. En effet, si l'effort a porté au plus près de la Seine avec les plus de 300 000 spectateurs présents, nous avons par ailleurs intensifié nos patrouilles au large, du château de Versailles à Euro-Disney, en passant par l'ensemble des hubs de transport, dont les gares, surtout suite au sabotage du réseau SNCF le matin même et la présence de nombreux vacanciers bloqués. Suivante, s'il vous plaît. Pour conclure cette présentation et au-delà des moyens déployés pour le port d'Ivry-Charenton, la mission Jeux Olympiques a permis de déployer des moyens inhabituels de l'armée de terre pour Sentinelle. Tout d'abord, des moyens de vision nocturne pour sécuriser les approches des sites olympiques de nuit. Ensuite, des véhicules adaptés aux espaces ouverts, vallonnés, forestiers, en périphérie de ces sites, avec des quads des troupes de montagne dans les Yvelines ou des fardiers des parachutistes du côté de Vers-sur-Marne, ces moyens assurant mobilité et réactivité aux unités. Et enfin, pour la première fois sur Sentinelle, des drones tactiques de l'armée de terre, utilisés de jour comme de nuit, y compris dans les zones urbaines, permettant d'améliorer les capacités de détection, mais aussi de dissuasion. Plus de 1500 vols ont ainsi été réalisés, 1000 d'entraînement et d'entretien des savoir-faire à partir des différentes enceintes militaires, et plus de 500 vols opérationnels au profit de ces missions de sécurisation. Cela fera partie assurément des héritages de l'opération des Jeux Olympiques, pour la suite du dispositif Sentinelle après le 8 septembre. Suivante. Alors ceci conclut mon intervention. Nous sommes désormais concentrés sur les Jeux paralympiques avec une cérémonie d'ouverture prévue bien sûr demain soir, secteur Concorde,
avec les unités qui ont reçu leurs ordres ce week-end, qui ont commencé leur reconnaissance à partir de hier. Alors que la vie parisienne va reprendre, les unités de la brigade olympique poursuivront leur mission de protection, de dissuasion, avant de rejoindre leur garnison mi-septembre. Enfin, avant de laisser la place à nos athlètes de l'armée des champions, je souhaite mentionner le soutien des troupes de montagne et de ma brigade à un de nos parasportifs, Jean-Louis Michaud, tireur d'élite, blessé de guerre en Afghanistan en 2011 avec le 7e bataillon de chasseurs alpins et qui défendra nos couleurs à Châteauroux, en paratir, en fin de semaine. Je vous remercie de votre attention et je me tiens prêt à répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Général. Avez-vous des questions? Oui, mon général Éric Biégala, Radio France. Vous avez mentionné un compétiteur en paratir. Est-ce qu'il y a d'autres personnels des armées qui seront présents aux Jeux paralympiques? Alors là, j'ai mentionné parce que c'était surtout un de mes anciens subordonnés, notamment en Afghanistan. Voilà, mais bien sûr qu'il y a d'autres athlètes engagés, mais je pense que des personnels du CNSD pourront vous répondre plus précisément en volume d'athlètes engagés sur les Jeux paralympiques. Ouais. Sur cette question-là, on vous donnera les éléments complets justement sur l'engagement des armées sur les Jeux paralympiques. Avez-vous d'autres questions? Oui. Merci, Général Pellistrandi. Est-ce que vous avez été confronté à des incidents et quel type d'incidents au quotidien durant la période? Alors le principal incident a été l'attaque au couteau gare de l'Est sur une de nos patrouilles. Et là, pour le coup, je crois que c'est l'un des rôles de sentinelle. C'est servir de paratonnerre à certains déséquilibrés. Il est tombé sur une unité entraînée qui a pu, certes, nous avons eu un blessé. Le garçon est resté sur l'opération et va bien aujourd'hui. Et l'individu a été interpellé et remis aux forces de sécurité intérieure. C'est le principal incident. Pour le reste, je pense que le dispositif dissuasif a bien joué le jeu. Ensuite, comme dans toute opération qui se déploie avec un gros maillage, nous avons fait pas mal d'interpellations de droit commun en liaison avec les FSI, plutôt en soirée, du fait de problèmes de comportement ou d'agressivité de certains personnels traînant dans les rues, mais pas de menaces majeures sur la force. Pour le reste, dans l'ensemble des sites que nous avons sécurisés, nous avions des établissements de situation de la menace qui existaient en liaison avec les départements, les préfets, notamment dans le 78, pour tout ce qui était protection de certains sites qui étaient ciblés, comme le golfe national de Guyancourt, et d'où le déploiement de dispositifs visibles, dissuasifs, pour empêcher que certains perturbateurs nuisent au bon déroulement des Jeux. Voilà, donc il n'y a pas eu d'incident, je m'en félicite, et cela permet de mesurer l'efficacité d'un dispositif dissuasif. Bonjour, Nina Vechter pour ABF Info. Concernant la sécurisation des Jeux paralympiques qui s'ouvrent maintenant, est-ce que vous pouvez fournir un peu plus de détails sur les unités mobilisées, notamment des chiffres sur le nombre de personnels? Notamment, pardon? Le nombre de personnels mobilisés. Oui, alors nous avons adapté notre dispositif, comme celui du préfet de police de Paris, qui a adapté son dispositif par rapport à des Jeux qui ont moins d'ampleur, moins de sites actifs. Donc nous sommes complètement mis en miroir de cette adaptation. À peu près, on peut considérer qu'il y a à peu près un tiers des effectifs qui ont été désengagés, mais ce qui reste quand même néanmoins très significatif pour un engagement habituel de sentinelle. Voilà, donc on est quasiment à plus de 3 fois un format sentinelle classique pour sécuriser ces Jeux paralympiques. Voilà. Il y a des sites nouveaux, quelques sites nouveaux, notamment dans le nord-est de Paris. Pour le reste, nous sommes sur des sites bien connus maintenant par nos unités et avec tout un dialogue au quotidien avec les autorités de la préfecture de police pour adapter en complémentarité les moyens que nous mettons à disposition du préfet de police. Alors, la participation des armées aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 ne se limite pas, comme on l'a dit tout à l'heure, à la sécurisation du territoire, et nos militaires font également rayonner nos armées lors des compétitions grâce à leur performance de sportifs de haut niveau de la défense. Avec plus de 200 athlètes de haut niveau, le ministère des Armées est le plus grand contributeur de l'État au soutien du sport de haut niveau français. 106
de ces sportifs portent haut le drapeau lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. L'armée de champions s'est déjà illustrée lors des Jeux olympiques avec un palmarès exceptionnel puisqu'ils ont remporté 21 médailles sur les 64 de la délégation française. Parmi elles, nous avons 4 types olympiques, dont celui de l'aviateur Nicolas Gestin, que nous accueillons aujourd'hui, mais aussi 6 médailles d'argent, dont celle de la capitaine de gendarmerie Élodie Clouvel, également présente avec nous, et 11 médailles obtenues en bronze. Donc le bilan est historique, puisque c'est la première fois qu'on rapporte autant de médailles. Donc bravo à tous ces sportifs. Et je vais donc céder la parole à nos 2 médaillés, je vous en prie, venez rejoindre, afin qu'ils nous présentent leur brillant parcours depuis leur préparation particulièrement exigeante, et notamment au sein du Centre national des sports de la défense, jusqu'à leur succès lors de ces Jeux. C'est à vous. Je vous en prie, Élodie. Alors bonjour, capitaine Élodie Clouvel. Je fais du pentathlon moderne. Donc les pentathlons modernes, c'est l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Et je suis rentrée à l'armée des champions en 2012. Donc ça fait de nombreuses années que j'appartiens à l'armée des champions et je suis fière de remporter ma 2e médaille olympique. Bonjour à tous, aviateur Gestin, je fais donc partie de l'armée de l'air depuis le mois de janvier 2024. Je fais du canoë slalom. Donc le canoë slalom, c'est je suis à genoux dans mon embarcation et j'ai une pagaie simple, donc je pagaie que d'un côté. Et ensuite on va dévaler un stade d'eau vive avec 6 portes à remonter à contre-courant de couleur rouge et une vingtaine de portes de couleur verte à descendre dans le sens du courant. Et j'ai remporté donc la médaille d'or à ces derniers Jeux Olympiques. C'était ma première participation aux Jeux Olympiques. Et forcément, c'est une grosse fierté de ramener cette médaille dans les rangs de l'armée des champions, notamment parce que ils ont été d'un soutien essentiel dans cette année olympique pour moi, en m'accompagnant depuis le mois de janvier. J'avais plus de contrat de professionnalisation, donc ça a été un engagement ultra important et essentiel dans la quête olympique pour moi. Alors, Élodie, si vous pouvez juste revenir sur votre préparation, justement, au centre. Alors, cette année, à 10 mois des Jeux Olympiques, j'ai fait le choix de revoir ma préparation et de tenter un nouveau challenge pour retrouver mon niveau, parce que ça fait de nombreuses années que je fais du sport de haut niveau et j'ai besoin de me lancer de nouveaux défis. Et grâce à l'Armée des Champions et au CNSD qui a bien voulu m'accueillir pour préparer en fait les Jeux Olympiques, à 10 mois des Jeux Olympiques, j'ai décidé de m'entraîner donc au CNSD avec toutes les infrastructures qu'il y avait pour le pentathlon qui sont incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir donc m'entraîner là-bas et ensuite de pouvoir aussi monter à cheval à l'école militaire de Fontainebleau. Donc en fait, j'étais tout le temps, toutes les semaines à Fontainebleau pour me préparer avec les militaires et partager cette préparation dans cet environnement. Ça m'a permis aussi de retrouver la flamme parce que j'ai eu des hauts et des bas. L'armée a toujours été là dans les hauts comme dans les bas. Et grâce à cette préparation, je suis la seule médaille olympique de mon sport et très fière de la ramener à l'armée parce qu'ils m'ont soutenue quand j'étais au plus bas, ils m'ont soutenue dans mon nouveau challenge, dans mes défis. Et ils m'ont montré qu'ils croyaient en moi dans le sens où, à 10 mois des Jeux, faire ce challenge, ce pari hyper risqué, ils m'ont dit « Ok, on t'accompagne et on va te mettre dans les meilleures dispositions pour te préparer. » Donc en fait, aujourd'hui, je tiens à les remercier parce que voilà, sans eux, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait et ça a été une préparation intense, mais au bout, il y a la médaille. Donc je suis très fière en tout cas de tout ça et je tiens à remercier aussi la gendarmerie parce que j'appartiens à la gendarmerie également, qui m'ont soutenue tout le temps, qui ont pris des nouvelles quand j'allais pas bien, qui m'ont suivi sur tout mon parcours cette année. Et c'est ça aussi, cette force qu'on voit pas forcément quand on est sur un podium olympique. En dessous de ce podium, je suis pas seule, je suis soutenue. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se dépasser, à sortir le jour J une performance incroyable parce que toutes ces personnes sont mobilisées pour que je sois au top. Et je les remercie profondément. Merci beaucoup, Élodie, et bravo.
Nicolas Juste, quels sont les moments les plus forts de votre préparation? Donc moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné très tôt, au mois d'octobre. Donc j'ai vécu une préparation olympique longue qui m'a permis vraiment de balayer tous les points faibles aussi, un peu qui me restaient à balayer. Et je pense en particulier à ce moment en janvier, donc c'était mon incorporation à l'armée. Et j'avais pas forcément eu le temps, moi, de ressentir, je viens d'arriver aussi un peu dans cette équipe de France olympique, et j'avais pas forcément eu le temps de ressentir ce collectif derrière nous. Et j'ai pu rencontrer 5 autres sportifs au moment de mon incorporation au CNSD. Et notamment, je me rappelle d'échanges avec les 2 judokas, Lucas Makedze et Johan Benjamin Gaba, qui m'ont fait part, pour Lucas, de son expérience olympique à Tokyo. Et j'ai été assez reconnaissant de pouvoir vivre ces moments-là de partage d'expérience, tout simplement, qui m'ont forgé et m'ont fait me sentir aussi vraiment olympien, membre de cette équipe de France. Et je me rappelle très bien du 29 juillet, le soir après ma médaille, où je croise donc le matelot Gaba après notre journée de compétition. Donc on n'avait pas pu suivre cette journée-là. Et le 29 au soir, on se croise au Club France tous les deux avec une breloque autour du cou. Donc forcément reconnaissant, on ne se connaissait pas il y a 6 mois. Et d'un coup, on était tous les deux devenus, dès notre première Olympiade, médaille olympique. Donc pour ça, je peux que remercier l'Armée des Champions qui permet de vivre toutes ces expériences. Et notamment collectivement, je pense que ça donne une autre saveur à nos médailles. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour vos médailles. Et si vous souhaitez leur poser des questions, n'hésitez pas avant que l'on passe au point sur les opérations militaires françaises. Oui, Général Pellistrandi, une observation. Vous nous avez tous fait rêver. Alors, vraiment un grand merci à vous tous et puis aux autres sportifs, aussi à tous ceux qui vous ont accompagnés. C'est un élément qui est extrêmement important. Merci à l'Armée des Champions. Juste une question, vos prochains défis, professionnels ou personnels? Alors, les prochains défis, pour ma part, après cette médaille d'argent, j'ai toujours l'envie de continuer. Donc le prochain défi, je pense qu'à long terme, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais avant, voilà, c'est briller encore pour les compétitions à venir. La saison, là, elle est un peu... c'est la fin de saison. On va reprendre les Coupes du Monde au mois de mars. Mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle préparation que j'ai pu avoir ces 10 derniers mois, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai envie de continuer. La flamme est là, l'envie est là et j'ai envie de partager aussi encore des moments incroyables avec tous mes camarades, parce que c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est on fait pas forcément le même sport, mais quand on se rejoint à l'Armée des Champions et qu'on est une vraie équipe comme on est, ça fait du bien de pouvoir échanger, de partager ce qu'on fait dans notre préparation. Et je pense que c'est important, tous ces moments qu'on peut avoir ensemble. Donc j'ai l'envie de continuer et de faire rayonner encore la France. Et pour moi, la saison n'est pas encore terminée, donc je concours normalement au moins une Coupe du Monde au mois de septembre, peut-être 2 en Italie et en Espagne. Ce sera la fin du circuit Coupe du Monde en canoë et slalom. Et ensuite, j'ai une super coupe en Chine. Donc on va découvrir un bassin chinois où j'ai jamais été au mois d'octobre. Et ensuite, pour moi, le gros enjeu, finalement, c'est de tout simplement me restructurer pour les années à venir. Je pense que le canoë est aussi un sport qui vit grâce aux Jeux Olympiques. Donc forcément, l'Olympiade de Los Angeles, je l'ai aussi en tête. Mais voilà, j'ai construit une Olympiade dans l'anonymat un petit peu. Donc j'ai été assez tranquille vis-à-vis de ça pour ma préparation sportive. Donc tout l'enjeu de ces 4 prochaines années, au vu des sollicitations qui m'attendent un petit peu, c'est de structurer ma préparation sportive. Et pour ça, encore une fois, j'ai la chance d'être accompagné par l'armée de l'air qui m'a fait signer un contrat de 4 ans jusqu'en janvier 2028. Donc c'est déjà une garantie au point de vue professionnel pour moi qui est énorme vis-à-vis quand on pratique un sport amateur. Donc voilà, je me projette sur Los Angeles. Merci, bravo à tous les deux. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises. Si vous voulez rester, avec le colonel donc, Guillaume Vernet. Merci. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et merci à nos sportifs pour leur témoignage vibrant. On se sent privilégié d'avoir partagé ça avec vous. On va commencer ce point de situation des opérations avec
un point sur la sécurisation des JOP 2024 et je vous propose de commencer ça avec une vidéo. Voilà donc en image ce que pouvait être la sécurisation des JOP en quelques secondes. Je vais revenir un petit peu plus largement sur tout ça. Donc pour faire un bilan de cette sécurisation des JOP 2024. Donc pendant plus de 2 semaines, les armées, en appui des forces de sécurité intérieure, ont contribué à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, permettant ainsi aux millions de visiteurs, aux milliers d'athlètes, aux centaines de personnalités publiques et politiques de participer à cet événement hors norme. Au-delà du dispositif Sentinelle JOP qui vous a été présenté en Île-de-France, les armées ont pleinement participé à assurer la sécurité et la sûreté de l'ensemble des sites olympiques, aussi bien dans l'Hexagone qu'outre-mer. Notamment, revenons à Marseille, dans le cadre de la sécurisation des épreuves de voile, la préfecture maritime de la Méditerranée a mis en place un dispositif particulier de sûreté maritime afin de permettre une surveillance continue des compétitions. La gendarmerie maritime, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, le bataillon des fusiliers marins ainsi que le groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée ont tous été mobilisés pour garantir la sécurisation des épreuves, appuyés par les bâtiments de la Marine nationale. Ce déploiement a non seulement permis d'assurer la sécurité et la sûreté des athlètes, du public, mais aussi une gestion efficace des incidents en tout genre, contribuant au succès des compétitions olympiques délocalisées. Simultanément à tout ça, en Polynésie française, les forces armées en Polynésie française ont contribué à la sécurité des épreuves de surf à Te Aupo'o. Ces forces ont assuré une présence continue sur le terrain avec la mobilisation de patrouilles de l'opération Sentinelle à l'aéroport de Tahiti-Faa, mais également en mer par la mise en place d'un dispositif de surveillance des approches maritimes autour de Te Aupo'o. Les équipes de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs, NEDEX, ont notamment joué un rôle clé en neutralisant toute menace explosive potentielle. Un dispositif aérien de surveillance maritime a été mis en place pour contrôler l'espace aérien non seulement au-dessus du site de compétition, mais également au-delà. Et en parallèle, la protection aérienne des sites olympiques s'est appuyée sur la posture permanente de sûreté aérienne, la PPSR. Ce socle a été renforcé et complété par de nombreux moyens constituant les dispositifs particuliers de sûreté aérienne de Paris et de Marseille. En plus de la coordination interarmée et interministérielle, ces dispositifs ont été renforcés par nos alliés avec l'appui de moyens antiaériens espagnols dans la défense solaire d'une part et les moyens britanniques et allemands engagés dans la lutte anti-drone d'autre part. Le dispositif anti-drone en particulier a prouvé son efficacité en détectant et neutralisant plusieurs drones opérant illégalement dans les zones restreintes. Cette coordination interarmée, interministérielle et interalliée a permis de sécuriser efficacement les Jeux Olympiques, garantissant un environnement sûr pour tous les participants. Et forte de cette expérience, les armées sont prêtes et sont au rendez-vous pour participer à la sécurisation de toutes les athlètes et les spectateurs attendus en nombre dès demain dans le cadre des Jeux paralympiques. On passe maintenant à la zone Europe. On va parler de la mission Air Shielding, qui est une mission aérienne au profit de l'OTAN. Donc cette semaine, les avions français ont été engagés dans le ciel européen dans cette mission Air Shielding. Des actions de réassurance sur le flanc est de l'Europe qui ont été placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et qui sont conduites en coopération avec les pays alliés
présents dans le ciel européen. Dans ce cadre, donc, du 19 au 23 août, l'armée de l'air et de l'espace a déployé 3 Rafales dans la base aérienne de Satenäs, en Suède, depuis laquelle ils ont effectué 9 missions aux côtés d'avions Gripen suédois et de F-35 norvégiens. Ce déploiement agile s'inscrit dans le concept otanien ACE, Agile Combat Employment, qui permet une réponse rapide à toute situation sous court préavis. Et ce déploiement a contribué à développer et renforcer l'interopérabilité entre aviateurs français, suédois et norvégiens à travers des missions aériennes conjointes. On passe à l'Atlantique Nord, puisque en Atlantique, du 15 au 22 août, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le BSAM Rhône, a effectué sa mission Narval 24.8, qui consiste en une patrouille avec les forces armées de Norvège et est arrivé en escale au port OTAN de Ramsund, en Norvège. Depuis le 18 août, la frégate multimission Aquitaine patrouille en Atlantique Nord et le 22 août, elle est arrivée en escale à Reykjavik, en Islande, et a conduit sur place une série d'entraînements. Des interactions avec les marines riveraines sont programmées dans le cadre de l'exercice Northern Viking 24 pour contribuer à la sécurité, à la sûreté et à la connaissance de cette zone d'intérêt. On passe à la zone proche et Moyen-Orient, pour débuter avec la mer Rouge, avec cet épisode de sûreté maritime, puisqu'au large du Yémen, le 21 août, le pétrolier Sounion, relevant d'un armateur grec, a été victime d'attaques provoquant un incendie majeur en salle des machines et une voie d'eau. L'appareil était en avarie moteur et électrique, il s'est retrouvé à la dérive en mer Rouge. En liaison avec l'état-major des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, une frégate française a été dépêchée par l'opération Aspides de l'Union européenne pour porter assistance aux navires à la dérive. Arrivée sur zone le 22 août, la frégate a détecté une nouvelle menace contre le navire de commerce par un drone naval. Elle a déjoué cette attaque en neutralisant l'embarcation chargée d'explosifs, puis a procédé à l'évacuation des 29 membres d'équipage. Afin de garantir la sûreté maritime de Suez à Ormuz, les États membres de l'Union européenne proposent avec Aspides une solution cohérente. La participation de la France à l'opération s'inscrit dans l'action résolue de la France dans la zone nord de l'océan Indien. On passe à l'opération Daman pour le volet coopération opérationnelle, puisque dans le cadre de cette opération, les armées françaises contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Donc, du 19 au 21 août, les militaires français de la Force Commander Reserve, la FCR, se sont entraînés avec un détachement de la 7e brigade des forces armées libanaises dans le nord-est de la zone d'opération de la FINUL au sud Liban. Cette activité a permis de partager les savoir-faire dans les domaines de secourisme au combat et du combat en zone urbaine. Ces séquences d'entraînement conjoints sont l'occasion de développer la connaissance réciproque autour des procédures opérationnelles et de développer la capacité à agir conjointement pour la stabilité. On passe à l'opération Chamal, toujours sur le volet coopération opérationnelle. Au Moyen-Orient, donc, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre Daesh. Ainsi, du 15 au 22 août, ils ont effectué 12 sorties aériennes pour un total de 55 heures de vol. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense, surveillance de l'espace aérien et prise d'alerte pour appui aérien ou ce qu'on appelle le Close Air Support, le CAS, et reconnaissance aérienne menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. On passe à l'Afrique pour la coopération opérationnelle avec les armées partenaires africains. Dans le golfe de Guinée, la France poursuit les activités opérationnelles avec ses partenaires au profit de la sécurité maritime. Depuis le 10 juillet, un avion de patrouille maritime Falcon 50 de la Marine nationale opère depuis Dakar. Cette semaine, l'équipage a réalisé des vols de surveillance et de patrouille maritime avec un officier sénégalais à bord, contribuant ainsi à la surveillance maritime et à la lutte contre les trafics illicites. Par ailleurs, au Gabon, du 19 au 23 août, une section d'intervention spécialisée de la garde républicaine gabonaise a mis à profit les installations du camp de Gaulle, devenu un pôle de formation mixte. Cette séquence, organisée par la hiérarchie de la garde républicaine gabonaise, visait à évaluer les plus jeunes recrues sur leur formation,
ainsi que leur cadre sur la pédagogie. Les exercices qui couvrent des domaines clés tels que le tir de précision, le combat en zone urbaine et le secourisme ont permis d'évaluer la capacité de ces recrues à appliquer les enseignements reçus de manière coordonnée et efficace. Au Tchad, les forces françaises au Sahel, FFS, ont réalisé un partenariat militaire opérationnel au profit de l'armée béninoise. Ce partenariat permettant d'entretenir les liens d'amitié unissant la France et le Bénin comprenait notamment un module d'instruction permettant aux militaires béninois de s'entraîner à la demande d'appui aérien. D'autre part, au Tchad, les forces françaises au Sahel poursuivent cette semaine leurs opérations de livraison de fret humanitaire vers différentes régions tchadiennes touchées par les récentes inondations. Ainsi, à la demande du partenaire tchadien, les FFS ont entamé des rotations d'aéronefs depuis N'Djamena vers les régions sinistrées afin de livrer plusieurs dizaines de tonnes de fret qui ont été fournies par le gouvernement tchadien. Grâce à ces moyens aériens et au savoir-faire du détachement de transit interarmé aérien, la France fournit un appui logistique d'urgence aux partenaires tchadiens et au profit de la population. On passe à l'Indo-Pacifique. L'activité opérationnelle pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Donc le 22 août, les forces armées de Nouvelle-Calédonie ont ravitaillé les habitants de Tiga. C'est une des îles loyautés de la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça dans la continuité de la mission d'assistance à la population par les FANC. Donc en raison de la situation sécuritaire, Tiga n'était plus approvisionné par les civils depuis plusieurs mois. Alors un avion CASA de l'escadron de transport 52 de la base aérienne 186 de Tontouta a réalisé deux rotations sur la même journée permettant d'acheminer plus de 8 tonnes de fret au profit de la population. Les denrées alimentaires provenaient d'une collecte solidaire des familles résidentes sur la Grande Terre. Le fret a été chargé au départ de l'aéroport de Magenta, nommé à Magenta, par une section du régiment d'infanterie de marine du Pacifique en Nouvelle-Calédonie et déchargé par les habitants de Tiga, aidés par l'escadron de transport de la BA 186. En outre, depuis le 5 août, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer BSAOM d'Entrecasteaux est engagé en soutien à l'opération Island Chief 2024 dans la ZEE dans la zone économique exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cet exercice, cette opération Island Chief est une opération annuelle de lutte contre la pêche illégale et non déclarée. Elle est parrainée par le Forum Fisheries Agency qui couvre une large zone du Pacifique Ouest, incluant des zones de haute mer, les zones économiques exclusives de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'Australie, des îles Salomon et de la Micronésie. Cette opération démontre l'engagement de la France dans le Pacifique au profit des pays insulaires, et ceci en matière de lutte contre les activités illicites en mer, notamment la pêche en premier chef. On passe aux forces armées en Polynésie française avec l'activité opérationnelle. Ils ont conduit en coopération avec les services de l'État des missions de secours au profit de la population polynésienne. Donc, du 19 au 20 août, à la demande du Haut Commissariat de Polynésie française, un hélicoptère Dauphin ainsi qu'un Falcon 200 Guardian des forces armées de Polynésie française ont été mobilisés pour réaliser une évacuation sanitaire, EVASAN, dans l'archipel des Gambiers, à plus de 1500 km de Tahiti. L'étroite coordination des deux vecteurs aériens a permis un transfert immédiat du patient vers le centre hospitalier de Polynésie française à Tahiti. L'expertise et le professionnalisme des équipages et des personnels engagés ont permis de relever ce défi logistique au cours duquel plus de 6000 km ont été parcourus en 17 heures de vol. On passe à la zone Antilles. Pour les FAA, la coopération opérationnelle. Donc en Martinique, depuis le 24 août, dans le cadre des activités de coopération avec la Colombie, le 33e régiment d'infanterie de marine accueille un détachement des forces armées colombiennes pour le partenariat militaire opérationnel baptisé SABRE. Cet exercice permet de conduire un entraînement conjoint avec le détachement composé de 25 personnels de l'infanterie de marine colombienne dans les domaines de l'aguerrissement, du combat débarqué et du tir. Par ailleurs, du 27 au 30 août se déroule l'exercice Landmécole qui vise à approfondir l'interopérabilité de l'ensemble des bâtiments des FAA à travers différents entraînements. En plus des navires français, un patrouilleur barbadien est également intégré aux manœuvres durant l'exercice. On passe à la Guyane avec un épisode de lutte contre les trafics illicites. Donc en Guyane, du 30 juillet au 19 août, les forces armées en Guyane ont mené une opération de lutte contre l'orpaillage illégal.
baptisé Diane, qui a permis de réaliser la destruction d'avoirs criminels d'une valeur de 1,6 million d'euros. Et par la suite, du 19 au 23 août, lors de l'opération Grage, 2 campements d'orpaillage illégaux ont été traités par l'antenne du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et par le commando de recherche et d'action en jungle, procédant à une autre saisie conséquente d'or. Les FAG soutiennent sans relâche l'action de la gendarmerie dans la région et jouent un rôle prépondérant pour la sauvegarde de l'environnement, la protection des ressources et la lutte contre l'orpaillage illégal. Enfin, les forces armées en Guyane, en relation avec les forces armées aux Antilles, ont procédé la semaine dernière à la saisie record de plus de 10 tonnes de cocaïne. Cette nouvelle intervention constitue la 11e saisie de stupéfiants des forces armées aux Antilles de l'année 2024. Elle représente l'une des plus importantes saisies de cocaïne réalisées par la Marine nationale. Alors que les quantités saisies étaient d'environ 11 tonnes en 2023, cette nouvelle intervention porte à près de 28 tonnes la quantité de cocaïne interceptée par les forces armées en Antilles. Et à plus de 30 tonnes les saisies de la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS de Fort-de-France, depuis le début de l'année 2024, ce qui contribue ainsi à la stabilité régionale et à la protection des populations. Et ceci conclut ce point de situation des opérations. Merci beaucoup, colonel. Je vais juste conclure. Donc, la cérémonie se tiendra demain pour l'ouverture des Jeux paralympiques. Une nouvelle quinzaine sportive attend nos armées et les 28 sportifs de haut niveau de la défense qualifiés lors des Jeux constituent de véritables chances de médaille. On va vous diffuser dans l'après-midi le dossier de presse avec la liste justement des sportifs. Et cet événement revêt un sens tout particulier pour les armées car le sport constitue un élément essentiel dans le parcours de reconstruction du blessé. 2 d'entre eux concourront lors des Jeux. Ils continueront d'inspirer leurs camarades valides et non valides en portant les valeurs de résilience, de dépassement de soi, d'esprit d'entraide et de courage. Et nous vous invitons le 7 septembre au Club France pour échanger justement sur le rôle du sport dans le parcours de reconstruction des blessés militaires. Donc le ministère des Armées souhaite à chacun des sportifs toute la réussite qu'ils méritent dans leurs disciplines respectives. Merci à vous d'avoir participé à ce point presse. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous le jeudi 5 septembre. On reprend donc les jeudis 5 septembre à 11h. Très bonne semaine à tous.